Miguel Bonnefoy, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours de lecteur, d'écrivain, d'homme. Quelle est votre bibliothèque mentale, celle qui a forgé l'homme, l'écrivain que vous êtes aujourd'hui? Qu'avez-vous sélectionné pour nous aujourd'hui, Miguel? Je pense à certains livres, et pour commencer, un livre d'un Colombien qui s'appelle William Ospina, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle El País de la Canela, le pays de la cannelle. Il relate tout simplement l'histoire des frères Pizarro qui, en arrivant en Amérique latine, en arrivant donc dans la côte est d'Amérique latine, par le delta Amacuro, en el Orinoco, près du Venezuela, commencent à se rendre compte qu'il y a de la cannelle ici et là dans les communautés indigènes, et demandent à chaque indigène où se trouve la forêt où il n'y a que de la cannelle. Et alors les indigènes, pour se débarrasser de ces hommes, sans cesse lui pointent l'ouest, en lui disant vers là-bas, il y a les forêts de la cannelle. Et c'est l'expédition complètement folle de ces 3000 soldats espagnols qui vont traverser toute l'Amérique latine en cherchant le pays de la cannelle, une forêt où il n'y aurait que de la cannelle. Et tous les indigènes qui lui disent, mais une forêt où il n'y a que le même arbre n'existe pas. Toutes les forêts sont une diversité, vous ne pouvez pas le trouver. Mais eux, convaincus de cette folie comme ça, rêvée, de cette folie dionysiaque de pouvoir trouver la cannelle, vont faire ce voyage. Et la langue dans ce livre est tellement extraordinaire. Non seulement tu retrouves toute la force colombienne, bien entendu, de la densité, du réalisme magique, mais il n'a même pas besoin d'aller puiser dans cette magie, dans ce surnaturel, parce qu'il n'a qu'à copier la réalité qu'il a devant lui. Donc ça, c'est un livre qui m'a énormément ébloui, avec cette scène finale horrible dans laquelle, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils arrivent sur les côtes du Pacifique, ce qu'on appelait la mer du Sud, ce que Núñez de Balboa a appelé la mer du Sud, et qu'il n'y a pas de forêt de cannelle, ils finissent par donner les 200 indigènes qu'ils avaient pris avec eux, ils les donnent à manger à ces chiens. Et la scène est tellement violente qu'elle se retrouve dans des gravures du XVIe siècle, et lui décide d'en faire un livre avec El País de la Canela, le pays de la cannelle. C'est un des livres les plus essentiels comme ça, et les plus forts, enfin qui m'ont énormément marqué. Pour parler de la Colombie et d'un autre Colombien, que ce ne soit pas toujours le même. Je pense également, si on part en Russie, je pense à L'idiot de Dostoïevski. Bien sûr que tu as Crime et Châtiment, bien sûr qu'il y a les frères Karamazov, qui sont immenses, bien sûr qu'il y a le passage du Grand Inquisiteur, qui est une des colonnes comme ça de la littérature mondiale, mais tu as aussi cet autre livre, L'Idiot, qui est tout simplement la vie du Christ, imaginé par un Dostoïevski qui est à la fois un grand chrétien et à la fois un grand athée, un homme qui a été dans les deux, qui a été dans ces nuits blanches, enfermé pendant des années, parce qu'il était dans des groupes antitsaristes et qui se retrouvait tout à fait athée, mais avec un seul livre dans sa table de chevet, la Bible. Donc un homme qui sait tout de Dieu, mais parce qu'il sait tout de Dieu, essaye sans cesse de le refuser et de le renier. Et là alors, il décide de faire l'histoire de ce prince Mouchkine qui est condamné à mort, qui finalement se sauve de la condamnation à mort et qui se retrouve à errer comme ça en Russie, et qui est l'idiot, mais qui est le plus lucide de tous, et sans doute seuls les êtres clairvoyants peuvent faire apparaître l'aveuglement de leurs contemporains. Et ça, c'est ce que Dostoïevski fait avec L'idiot. Le plus beau titre du monde, non? À la fois le plus simple et le plus puissant. Il y a également une Française que je trouve extraordinaire, que j'ai lue il y a à peu près 7 ou 8 ans, mais qui est un livre qui était sorti, je crois, il y a à peu près 10 ans, qui est Le Livre des Nuits de Sylvie Germain. C'est son premier roman. Je trouve que c'est un roman extraordinaire. Et je n'ai jamais compris comment Sylvie Germain n'avait pas été portée au nu, enfin, ou du moins comment... Totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire que je trouve absolument incroyable. C'est-à-dire que qui écrit un livre comme ça? J'ai eu la chance de la rencontrer. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vraiment une écrivaine exceptionnelle. Exceptionnelle. Avec une humilité incroyable. L'écriture, tout est dosé, c'est magnifique. Extraordinaire, absolument, bah, bravo. Ça ne m'étonne pas que vous parliez de dosage, parce qu'il y a ça dans son livre, il y a à la fois quelque chose de biblique, de mythologique, comme dans les récits fondateurs, avec cette espèce de personnages qui arrivent dans ce paysage où tu reconnais les forêts noires françaises, mais où ça pourrait être n'importe où, et qui va avoir une sorte de lignée, de dynastie d'enfants, qui chacun naît avec une marque et avec un présage. C'est une sorte de livre comme ça, oraculaire, dans lequel tu as l'impression d'être dans un Ananké ou dans un Fatum, dans une sorte de même fatalité à l'intérieur du livre.
sublimissime. Enfin, j'en garde un souvenir ébloui avec cette scène terrible de ce père qui a vécu la Première Guerre mondiale, qui se rend compte que la Deuxième Guerre est à venir. Son fils a à peu près 8 ans, 9 ans. Il sera peut-être mobilisé dans quelques années et décide de l'emmener dans la forêt avec une hache, lui dit de poser la main sur la pierre pour sentir la rugosité de sa peau et lui prend la main et lui coupe les doigts. Et la scène du père qui ampute les doigts de son fils tout simplement pour lui épargner la mobilisation à la guerre est une des scènes qui m'a semblé la plus belle du monde, dans laquelle il y a là comme ça la rencontre fulgurante entre l'horreur et la plus grande de toutes les beautés. Ça, j'ai trouvé ça incroyable chez Sylvie Germain. Si on part un petit peu en Autriche, je pense à Stefan Zweig, naturellement. Il y a un avant et après Zweig, sans doute un des rares hommes à avoir mis sa plume dorée toujours au service des autres, d'avoir donné sa force toujours au service des autres. Et même lorsqu'il décide de faire son autobiographie avec Le Monde d'hier, encore une fois, il fait plutôt un portrait de son siècle plutôt que de lui. L'homme qui a été un fin psychologue, qui aurait pu donner les nuances de douleur, d'évidence et de passion de n'importe quel homme, décide de ne pas aller explorer à l'intérieur de lui-même, mais plutôt d'aller explorer à l'intérieur du siècle. Et ça, c'est quelque chose d'immense. Mais parmi, bien sûr qu'il y a le Balzac, il y a Marie-Antoinette, il y a le jour d'échec, il y a Amok, comme ça, qui sont des temples. Mais je pense surtout au Magellan de Stefan Zweig, qui est un des livres qui m'a le plus marqué. Donc encore une fois, tu me diras, on revient dans la navigation, on retourne un petit peu en Amérique latine, bien que là ce soit le sud, avec l'histoire de ce Magellan, de ce Magalhães, qui était portugais et qui se nationalise espagnol pour prendre des navires, des galions, et décider de trouver la route de la soie, ou la route du poivre, mais non pas par l'est, en passant par le cap de Bonne-Espérance, mais au contraire, de se dire qu'il peut peut-être partir par l'ouest, et que si la terre est ronde, et on revient à Núñez de Balboa, puisque Núñez de Balboa avait dit qu'il y avait une mer du sud, donc il y avait une mer, il y avait un océan, il y avait de l'eau salée, après l'Amérique latine, on ne connaissait pas, il se dit que si elle existe, alors il y a sans doute un passage. Et si ce passage existe, alors en effet, tu peux te retrouver ensuite dans les Philippines, dans l'Indonésie, et donc retrouver les Moluques pour pouvoir faire le tour par l'océan Indien. Et là alors, Magellan décide de partir. Et l'aventure folle, extraordinaire, irresponsable et irraisonnable, et en même temps héroïque de Magellan, je pense que aucun homme ne l'a si bien raconté que Stefan Zweig, qui lui dit d'ailleurs que ce livre est né de la honte, parce que dans un bateau, alors qu'il va de Paris jusqu'à New York, il se rend compte qu'il a tout à disposition, qu'il y a déjà le câble qui passe par l'Atlantique et qu'il peut, depuis son bateau, envoyer un télégramme au New York qui arrivera 5 minutes plus tard. Il dit qu'il a absolument tout. Quelle honte alors de ne pas prendre ma plume et donc d'aller rendre hommage à ceux qui, eux, prenaient le bateau et qui n'avaient rien. Si on reste un petit peu à Cuba, je pense au siècle des Lumières de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, moi j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour Alejo Carpentier parce que il est à la fois caribéen et français. Il était musicologue, mais il a été également ambassadeur de Cuba pendant très longtemps à Paris, quelqu'un qui parlait un parfait français, qui a été très francophile, mais qui en même temps connaissait parfaitement la culture cubaine et la culture latino-américaine. Et il y a ce magnifique livre qui s'appelle Le siècle des Lumières, dans lequel il raconte en gros comment la Révolution française, comment les idées, les puissances, les forces, les outrances de la Révolution française ont été exportées dans la Caraïbe. Alors bien sûr, non seulement avec Toussaint Louverture ou avec les Antilles qui ont été nourries et alimentées de cette mythologie révolutionnaire, mais également Cuba. Et avec cette première scène magnifique dans laquelle il raconte une barque où sur la barque il y a 3 hommes qui sont en train de traverser l'Atlantique et parmi eux une guillotine. Et pour la première fois, on est en train d'exporter la guillotine comme un objet humaniste, puisqu'il s'agissait de aider le siècle pour décapiter non seulement l'oligarchie, etc., mais également les voyous, tout ça. Donc enfin, on a trouvé une façon de pouvoir, d'une certaine manière, nettoyer. Mais c'est aujourd'hui, bien sûr, un objet d'horreur. Et tu as l'exportation de cette idée complètement étrange, à la fois lumineuse et obscure, et cette barque comme ça, où tu as une guillotine au milieu,
qui est en train d'emmener pour La Havane, pour Santa Cruz, pour aller décapiter des gens qui, eux, ne connaissent pas les horreurs de la Révolution française, dans une traversée macabre, sinistre et héroïque. Aussi. Quelque chose d'extraordinaire, comme ça. Ça m'a beaucoup impressionné. Pour finir, s'il faut vraiment finir sur quelque chose, eh bien, hier encore, j'étais en train de relire des passages d'Eugénie Grandet de Balzac, et bien entendu que c'est un classique de parler de Balzac, absolument. Mais je pense que peu d'hommes, peu d'écrivains peuvent avoir l'orgueil d'avoir fait la cathédrale de leur siècle. Je pense que peu d'écrivains peuvent dire que dans une seule existence, ils ont créé presque 2000 personnages, ont publié presque 200 livres, ont été l'ogre de la littérature. Et à côté, il y avait des Hugo, à côté, il y avait des Flaubert, à côté, il y avait des Théophile Gautier, à côté, il y avait des Zola, à côté, il y avait des Gérard de Nerval, il y avait tous les poètes maudits comme ça, il y avait Stendhal, mais il n'y a qu'un seul homme qui vient d'une toute petite province, qui est une espèce de type énorme, laid comme tout, avec des bras de galérien comme ça, et des gros doigts de boucher, qui, tu peux l'habiller avec la plus grande des soies, avec la plus grande des élégances, mais qui ne ressemble absolument à rien. Et cet homme, tenace et persistant dans le travail, a fondé et dressé le monument du 19e siècle. Et je trouve que dans Eugénie Grandet, il y a quelque chose de puissant et de sublime, parce qu'il retrace une famille avare. Et cette avarice, il arrive à la donner avec la plus grande de toutes les générosités de la langue. Et donc c'est là où tu as ce livre oxymorique dans lequel on parle de toutes les petites mesquineries et les petitesses et les petites bassesses de l'âme humaine, mais avec la langue la plus juteuse et la plus pulpeuse qui soit. C'est là où je trouve qu'il y a une force dans ce clair-obscur, dans Eugénie Grandet de Balzac. Merci. Voilà. Merci beaucoup.